Ah, j'ai eu peur. Je pensais que je suis complètement obsédé par Game of Thrones. Est-ce qu'on va se faire démonétiser si on a Mission Impossible à la bouche par Martin Vauclair? Ah non, je pense pas. Okay. Les robots sont encore pas suffisamment intelligents pour ça quand même. Tant mieux. Sur cette belle introduction à la voix de basse, coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans The Boys Club. The Boys Club, c'est encore et toujours le podcast de Mademoiselle qui parle de masculinité, où à chaque épisode, avec Fab, on reçoit un mec qui nous cause de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, je suis très contente, car on est avec Martin Vauclair. Bonjour. Bonjour Martin. Bonjour Ravi Martin. que tu sois Bonjour là. Mimi, bonjour Fab. Est-ce que tu peux te présenter, car on a acquis que c'est plus simple si toi tu le fais. Oui, alors je suis un homme cis hétéro. J'ai 64 ans. J'ai pratiqué la médecine pendant 25 ans en France, dans la Sarthe, comme généraliste de campagne et comme médecin dans un centre de planification. Depuis 10 ans, je vis à Montréal, où je suis plutôt enseignant en fac de médecine. J'écris des livres depuis 1900... Enfin, j'écris depuis toujours, mais j'ai écrit dans des revues, mais je publie des livres depuis toujours. Donc sous le pseudonyme de Martin Vauclair, et à Montréal, j'ai fait une formation de bioéthicien. J'ai une maîtrise des programmes de bioéthique de l'Université de Montréal, qui est la seule université francophone qui fait ça en Amérique du Nord. Et donc, et je terminerai en disant que comme je n'ai aucun préjugé de genre, ni en ce qui concerne l'espèce humaine, ni en ce qui concerne les genres narratifs, je me considère comme un écrivain transgenre. Waouh! J'aimerais un jour pouvoir me présenter aussi bien que tu le fais, avec une petite punchline de fin là comme ça. Est-ce que tu peux juste expliquer c'est quoi la bioéthique pour la bioéthique, les gens qui c'est tout simplement l'étude des règles morales qui devraient présider à tout ce qui concerne la santé et les sciences du vivant. C'est-à-dire que si je te dis il n'est pas éthique de polluer l'océan, tu comprends tout de suite voilà, moralement c'est inacceptable. Moralement c'est mal. On essaye de préciser ce qui est bien et ce qui est mal. Alors quand il s'agit, et moi c'est surtout dans ce domaine-là que j'interviens, quand il s'agit de soins, de santé, ce qui est, comment dirais-je, important, c'est quand on s'occupe de quelqu'un en tant que soignante ou en tant que soignant, qu'est-ce qui dans notre comportement de professionnel est bien ou mal du point de vue général, mais aussi du point de vue évidemment individuel de la personne qu'on soigne. Alors il y a des principes de bioéthique, hein. Les 4 grands principes, c'est bienfaisance, non-malfaisance, autonomie du patient et justice. Alors bienfaisance, c'est tu veux lui faire du bien. Non-malfaisance, c'est t'essayes de ne pas lui faire de mal. Autonomie, c'est en principe à la personne de prendre les décisions qui la concernent. Et justice, c'est tu dois proposer des soins de santé à tout le monde de la même manière, en essayant de ne pas grever les ressources, c'est-à-dire que tu décides d'affecter de l'argent à ce qui va faire le plus grand bien au plus grand nombre et non pas à ce qui va faire beaucoup de bien à un tout petit nombre, par exemple. Voilà, c'est ça la bioéthique. Ok, merci pour ces précisions. Je pense qu'on en reparlera au fil de cette discussion, j'espère. Du coup, la première question, et une des seules vraies questions de ce podcast que je pose à tout le monde, c'est très simple et très compliqué à la fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi être un homme ? Ah, moi je croyais que c'était comment va ta bite. Plus tard. On peut commencer par comment va ta bite si t'as hâte de t'en débarrasser, mais la première question c'est généralement... Mais je pense qu'on peut commencer par celle-là parce que c'est comme ça que je vais répondre à l'autre. Ok. Eh bien Martin, comment va ta bite ? Alors, moi je dis jamais bite. Quand je parle de mon appendice sexuel masculin, je dis ma queue plutôt. Okay. Bon, bite, je trouve que c'est assez moche, donc je l'utilise jamais. Moi, je l'ai toujours vécu comme quelque chose d'insultant, bite. Mais ça, c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Hein. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent parler de la leur avec beaucoup d'affection et sans insulte aucune, ou que des partenaires de personnes équipées d'une bite peuvent leur dire ça avec beaucoup d'affection. Mais moi, je l'utilise pas. Je pense que c'est un peu comme les mots qui représentent le sexe féminin. Il y en a beaucoup, puis il y en a que certaines femmes aiment et d'autres pas, et inversement. Moi, je dis plutôt ma queue. Et
Alors là, j'en viens à la question, c'est que je ne saurais pas répondre à ta question parce que c'est comme si tu me disais comment va ton nez. Je me pense jamais comme ayant un appendice qui dépasse et que c'est cet appendice qui qui me définit. Donc à la rigueur, si tu me disais comment va ta sexualité, là je peux te répondre. Et je te répondrais, en ce moment elle va très bien, je te remercie. Je suis... Et je pense que justement la question de comment va ta sexualité, donc ton sexe et donc ton corps en fait en général, parce que voilà, ça se résume pas à la queue. C'est tellement fonction, c'est quelque chose que moi j'ai toujours ressenti comme ça, c'est tellement fonction de la relation qu'on établit avec la personne avec qui, en ce qui me concerne, encore une fois, je dis pas que il doit absolument n'y en avoir qu'une pour tout le monde, mais moi je suis plutôt monogame. Je suis même résolument monogame, on peut dire. Quand ça m'est arrivé d'être pas monogame, c'était toujours catastrophique. Pour moi, encore une fois, je veux dire, par exemple, je suis très intéressé par ce qu'on appelle le polyamour dans les pays anglo-saxons. En France aussi. Alors je sais pas si c'est le terme aussi. Oui, c'est le terme. Voilà. Je trouve ça tout à fait intéressant et je pense qu'il y a effectivement des gens qui sont tout à fait... Et en plus, par exemple, dans mon expérience de médecin, ça m'est arrivé de croiser 3 ou 4 personnes qui étaient dans une relation de polyamour. À l'époque, d'ailleurs, elle le mentionnait de façon incidente. Moi, je portais pas de jugement, mais pour celles à qui c'est arrivé de m'en parler de façon un peu plus détaillée, je voyais bien que c'était régi par exactement les mêmes plaisirs et les mêmes problèmes que quand on n'est que deux, ou que, voilà, quand on n'est que deux du même genre ou pas du même genre. Enfin, donc, je crois que chacun a et chacune a son registre de relations amoureuses, ou non. Dans le dernier livre que je viens d'écrire, il y a un personnage qui est asexuel, qui n'a pas de désir sexuel pour personne et qui s'engage dans beaucoup de relations affectives, mais pas du tout dans les relations sexuelles. Donc, pour moi, c'est effectivement, si tu me demandes comment va ma queue, je te dirais, depuis 6 ans et demi, je suis dans une relation monogame extrêmement gratifiante et heureuse, dans laquelle ma queue va très bien. Comment dirais-je ? Et d'ailleurs, je vois un panneau qui dit pénétration obligatoire sur le c'est des ustensiles. Ma queue va très bien sans pénétration obligatoire. Car la pénétration, en réalité, n'est pas obligatoire. Mais la pénétration n'est pas obligatoire. C'est un décor plaisanterie qu'on a dans notre salle de tournage grâce à une excellente vidéo de Queen Camille, bien sûr, qui fait des vidéos sexo sur Mademoiselle. Donc, et je pense que c'est ça, justement, c'est... à chaque relation... à chaque relation nouvelle, on apprend des choses nouvelles sur son corps et sur le corps de l'autre ou des autres, la façon dont on ressent les choses. Et je suis heureux, à mon âge, de pouvoir vivre des choses que je ne savais pas vivre avant. Peut-être parce que j'étais pas prêt ou ouvert ou suffisamment éduqué pour le faire. Mais enfin, c'est assez gratifiant de... C'était quoi les choses que tu pouvais pas vivre avant ou qui peut-être te bloquaient plus, ou je ne sais pas, quand tu étais plus jeune? Je pense qu'on peut préciser de ce fait-là que tu es un peu le doyen justement tu es très clairement le doyen actuellement de nos invités. De vos invités. Voilà. Qu'est-ce que je... C'est difficile à dire parce que j'ai quand même... C'est pas parce que je peux parler assez facilement de moi, mais je suis toujours un peu timide et réservé quand il s'agit de dire des choses qui concernent les personnes avec qui j'ai eu des relations sexuelles. Et je veux pas parler à leur place. Mais enfin, ce que je peux dire, en tout cas, c'est que quand on est dans une relation dans laquelle on s'entend vraiment bien avec l'autre,
tout est possible, rien n'est obligatoire, et tout peut être à la fois vécu, entendu et discuté et transformé aussi en échange. Il y a une certaine, il y a un grand plaisir dans le fait de pouvoir s'allonger à côté de quelqu'un sur le lit complètement habillé au moment où il y en a un des deux qui revient du travail, et ne faire que ça, être allongé l'un à côté de l'autre et parler, et se dire des trucs qui peuvent être extrêmement intimes et extrêmement personnels, sans que nécessairement ça se traduise par une partie de galipette tout de suite, mais en sachant que si vraiment on a envie de faire des galipettes dans 2 heures, on va le faire, quoi. Ou demain matin, bon. Et ça, c'est-à-dire cette absence de stress, cette absence de sentiment d'obligation, et d'un côté comme de l'autre, cette amitié, enfin je veux dire, je vis avec quelqu'un, et je peux dire que c'est la première fois que je vis avec ma meilleure amie. Enfin, quelqu'un qui est ma meilleure amie. Je la connaissais pas avant qu'on devienne un couple, qu'on commence à sortir ensemble et qu'on devienne un couple, mais c'est ma meilleure amie. Et je suis son meilleur ami, c'est ce qu'elle dit. Et comme on est le meilleur ami l'un de l'autre et la meilleure amie l'un de l'autre, on se dit des choses sur tout, y compris sur nos vies sexuelles passées, ou même des choses qui nous travaillent un peu en ce moment, mais dont on ne va pas forcément parler de façon directe et immédiate. On se les dit avec beaucoup de confiance, et comment dirais-je, et c'est très rassurant, c'est très gratifiant. S'il n'y a pas de jugement, quand il n'y a pas de jugement, quand il n'y a pas de moquerie, quand il n'y a pas de... Parce que tu vois, les moqueries, par exemple, en matière de sexe, ça peut être oh, mais t'es bête de t'en faire pour ça. Non, si je m'en fais pour ça, c'est parce que je m'en fais pour ça. Alors, si tu veux me rassurer sur le fait que je m'en fais pour ça, tu me dis pas que je suis bête. Tu me dis, comme ça m'est arrivé une fois avec ma blonde, je lui ai dit quelque chose de très intime, et elle me dit, et puis je n'osais pas, c'était très délicat. Et elle m'a dit, mais elle m'a dit, je comprends très bien, je te remercie de me l'avoir confié, mais en fait, et elle m'a expliqué qu'elle avait un problème similaire, dont elle parlait pas non plus. Alors du coup, on était beaucoup plus libres tous les deux d'en parler, et voilà. Alors après, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, c'est-à-dire si tu es en confiance au point que tu peux dire à peu près tout ce qui te passe par la tête, toutes les angoisses, toutes les voilà, les idées fausses, les peurs, etc. Il n'y a plus de tabou, mais du coup, et ça t'empêche pas d'ailleurs d'avoir beaucoup d'occasions de rire, et beaucoup d'occasions de construire là-dessus quand on a justement quand on fait des galipettes. Voilà. Alors, donc voilà, ma queue va très bien en ce moment. Alors il y a quand même des choses que je voudrais dire par rapport à la sexualité d'un homme et que moi j'avais jamais entendu dire. C'est que on rentre dans la sexualité de façon extrêmement violente quand on est un garçon. En tout cas, moi, je suis rentré dans la sexualité d'une façon très violente. Et je précise tout de suite, j'ai pas été maltraité, j'ai pas été agressé, ni rien. Hein. Je parle d'une violence intérieure. C'est que quand j'ai commencé à être adolescent, c'est-à-dire que j'ai commencé à sentir l'effet de la testostérone sur moi, par exemple, je me souviens pas avoir été surpris parce que ma queue s'allongeait, parce que c'est venu trop progressivement pour que j'y fasse attention. En revanche, une chose qui m'a beaucoup surpris et qui m'a beaucoup angoissé, c'est que j'avais des érections tout le temps, et qu'en particulier, quand je croisais des jeunes femmes dans un pull très serré, j'avais une érection. Alors, c'était très angoissant parce que où il y avait une scène de cinéma dans laquelle les gens se caressaient de façon un peu... Ou alors un sein apparaissait, c'était beaucoup plus rare à l'époque, mais enfin ça arrivait quand même dans les années 70. Et quelle belle époque. Il y avait 2 ou 3 seins qui traînaient, j'ai cru comprendre. C'est pas qu'ils traînaient pas, ils étaient montrés. Là. Je veux dire, ils étaient là. Bon, mais ça pouvait être encore une fois une jeune femme avec un t-shirt nue sous son t-shirt avec un t-shirt mouillé. Ça fait bon.
Et j'avais des érections. Et c'était très pénible parce que pourquoi j'ai des érections ? Du coup, je me disais, je suis un obsédé sexuel. Alors qu'une érection, une érection, c'est réflexe, en particulier chez l'adolescent, que tu as absolument aucun contrôle là-dessus, et que tu devrais pas t'en culpabiliser. Tu peux faire en sorte que ça se voit pas et que ça gêne personne, mais tu n'as pas à t'en culpabiliser, c'est comme ça. Bon. Comment dirais-je ? Quand on m'a pas prévenu que j'aurais des éjaculations nocturnes en ayant des rêves érotiques. Et je me demandais d'où ils venaient les rêves érotiques, parce que quand même, j'avais pas vu de film érotique à l'âge où j'en ai eu. J'avais 12 ans ou 13 ans. Enfin, tu es quand même... donc, si tu sais pas que tu es programmé, c'est-à-dire que c'est l'effet de tes hormones sur ton cerveau qui font que tu auras certains types de réactions dans certaines situations visuelles ou émotionnelles, c'est très angoissant. C'est très angoissant. Et après, c'est pareil, quand tu grandis avec cette impression que finalement tu es un obsédé sexuel, quand tu es en situation d'avoir des relations sexuelles avec un ou une partenaire, moi c'était des partenaires féminines, mais j'imagine qu'avec les garçons c'est la même chose, si tu es en situation d'avoir des rapports sexuels ou de penser que ce serait possible, tout simplement parce que vous roulez un patin furieux et que tu commences à sentir ton sexe durcir et que tu sais pas comment faire pour pas qu'elle le sente parce que tu sais pas comment elle va le ressentir, comment elle va le prendre, si elle va trouver ça agressif ou pas, etc. C'est très pénible. Après, c'est pareil, les premières fois où tu as des rapports sexuels, enfin moi j'ai eu des rapports sexuels, et c'était avec une femme qui était plus âgée que moi et qui en avait envie. Donc, je veux dire, c'est pas, encore une fois, j'étais pas obligé de faire des pieds et des mains. C'était elle qui avait initié la chose. T'avais quel âge, toi ? J'avais 19 ans. J'étais pas très jeune. J'avais quand même embrassé beaucoup de filles et je m'étais serré contre beaucoup de filles, quelques filles avant, mais on n'était jamais allé au-delà de ça. Et la première fois, d'un seul coup, alors que 5 minutes avant je bandais comme un chevreuil, juste au moment où on se retrouve tout nu, je débande. Parce que j'étais tellement ému que c'était pas possible, quoi. Et c'est quelque chose qui m'est arrivé je sais que c'est moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé à de nombreuses reprises avec soit une partenaire habituelle pour des raisons qui étaient liées à plein de choses, j'avais des soucis, soit avec une partenaire nouvelle. Mais une fois que tu sais que ça arrive, c'est que ça arrive, quoi. Je veux dire, c'est pas... on va en venir à qu'on appelle moi, j'ai jamais pensé que j'étais moins masculin parce que un jour je bandais pas. Parce que je sais que si j'ai vraiment des soucis, je bande pas. Je peux pas bander. Donc, on sait, quoi. Mais on m'a pas expliqué tout ça. J'aurais aimé qu'on m'explique tout ça. Et en même temps, je m'en veux parce que j'ai jamais trouvé l'occasion d'expliquer tout ça à mes fils. J'ai des fils. Il faut dire que je crois pas que ce soit aux parents d'expliquer ça aux enfants. Je pense qu'on devrait donner la possibilité aux enfants, aux préadolescents, d'apprendre ça auprès de gens bienveillants qui vont pas les maltraiter, pas se moquer d'eux, mais qui sont suffisamment à distance pour les aider à poser des questions qu'ils ont envie de poser, à être rassurés à l'avance sur des choses qui peuvent leur arriver, à aller chercher l'information quand ils en ont besoin, et que comme ça, ils n'aillent pas être confrontés à leurs parents qui ne sont pas les personnes les mieux placées pour le faire. Parce que nos enfants, c'est pas des gens qu'on éduque sur la sexualité, parce que si on les éduque sur la sexualité, forcément, on est obligé de leur parler de la nôtre. Là, j'ai l'impression que tu parles quand même de trucs très mécaniques, tu vois, dire parfois t'as des érections que tu peux pas contrôler, c'est normal, et parfois t'aimerais beaucoup avoir une érection et tu peux pas contrôler le fait que t'en as pas et c'est normal. Je suis pas sûr que mes fils auraient voulu m'entendre dire ça. Ça, c'est moi, autre chose. Moi, je sais que je voulais pas entendre mon père me dire ça.
Ah bah je comprends, je Voilà, vais pas non c'est plus pour entendre ça ma que je mère dis- me parler de clitoris, Voilà, ce qu'elle n'a pas fait au final. Donc, Voilà, tu vois. Donc tout est bien qui finit bien. c'est pas que je pense que les parents sont pas compétents, mais ils sont pas compétents pour nous. Ils peuvent être compétents Oui, le pour rapport quelqu'un fait d'autre. que c'est Le pas rapport idéal. fait, voilà, peut-être que ça vient de cette histoire de inhibition spontanée de l'inceste où t'as pas d'interaction sexuelle avec tes parents ou avec tes enfants parce que t'as grandi avec eux et non, ton cerveau ne te permet pas de le faire. Alors voilà, donc j'aurais aimé. Alors je me suis débrouillé, j'ai lu, je veux dire, je savais lire ça j'ai été équipé, et puis je savais aller repérer les bouquins dans les zones interdites des bibliothèques, je savais aller lire entre les lignes. Je me souviens, j'ai passé un an aux États-Unis quand j'avais 17-18 ans, et un jour dans la bibliothèque de ma famille américaine, j'ai trouvé Everything You Always Wanted to Know About Sex But Were Afraid to Ask, qui est le livre qui avait fait la révolution sexuelle, enfin un des livres qui avait fait la révolution sexuelle dans les années 60, et qui est un manuel dans lequel il y a des questions et puis il y a des réponses. Bon, alors aujourd'hui il est un peu dépassé, il y a même des trucs qui sont un peu vraiment discutable sur l'homosexualité par exemple, mais sur la façon d'appréhender les choses, c'est-à-dire de regarder les choses de façon un peu froide, enfin un peu détendue, et en disant il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'habitude, sinon de la norme, et donc il n'y a pas lieu ni de s'en culpabiliser ni d'être mal à l'aise vis-à-vis de ça. Un truc que moi j'avais beaucoup aimé dans ce livre, c'est il n'y a pas de questions stupides. Si vous avez une question, ça mérite une réponse. Et si vous avez une question, c'est que vous ne savez pas. Donc on n'a pas à vous traiter de haut en vous disant « Oh, tu sais pas ça !» Parce que ça aussi, c'est humiliant. Ben non, je ne sais pas. Avant de l'apprendre, je ne peux pas savoir. Donc si je pose une question... En plus, on devrait toujours féliciter les gens de poser des questions. Parce que s'ils posent des questions, c'est qu'ils ont envie de savoir. Voilà. Alors donc ça c'était très bien dans le bouquin, c'est-à-dire que finalement il n'y avait pas de questions stupides. C'est ce que moi j'en ai tiré comme enseignement. Et donc voilà, je me suis renseigné comme ça, et puis après je me suis renseigné, après je me suis laissé guider, et là aussi j'aurais aimé, c'était spontané, mais j'aurais aimé qu'on me dise que c'était bien. Je me suis laissé guider par le fait que j'ai toujours eu peur de faire mal. Je ne sais pas d'où vient cette idée que je pouvais faire mal à ma partenaire avec mon sexe. Et c'est peut-être venu de mes lectures, mais je n'avais pas des lectures spécialement sulfureuses quand j'étais enfant ou adolescent. Est-ce que c'était des films ? C'est pareil, je ne voyais pas des films spécialement licencieux ou brutaux, mais c'était quelque chose qui était très, très ancré qui est toujours d'ailleurs très ancré. Plus maintenant, parce que, encore une fois, quand on vit avec quelqu'un, si on dit ça, par exemple, à la personne avec qui on vit, et qu'elle te dit, non, je sais que tu vas pas me faire mal, et j'ai pas peur que tu me fasses mal. Et puis si si tu me fais mal, je vais te le dire. Bon, donc, le problème est réglé, quoi. Donc, mais c'est toujours quelque chose que j'avais à l'intérieur de ma tête, qui était peut-être lié, encore une fois, à des représentations de rôle, de la sexualité c'est violente, enfin j'en sais rien, je ne sais pas d'où ça venait, mais ça me plaisait pas du tout, enfin, c'était quelque chose qui me déplaisait foncièrement. Donc voilà, j'ai appris aussi au contact des femmes que j'ai croisées, et qui elle-même me parlait de la façon de ce qu'elle ressentait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle voulait pas, etc. T'en as pas parlé, t'avais pas de copain mec à l'époque ? Non, paradoxalement, la seule personne qui m'en ait parlé, c'est mon père, et j'étais vraiment pas en mesure d'écouter ce qu'il avait à dire, mais je crois qu'il le faisait il voulait me prévenir, quoi. Et moi j'avais pas envie d'entendre ce qu'il disait, alors je l'ai entendu quand même, j'ai trouvé ça un peu comment dire, j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Comme je suis résilient, j'en suis pas mort,
mais j'aurais préféré qu'il ne le fasse pas. Et en revanche, non, j'avais pas de copain avec qui en parler parce que tous les garçons que j'entendais en parlaient de manière, comment dirais-je, que je trouvais assez méprisante. À tout point de vue, c'est-à-dire il y avait du mépris pour ceux qui n'étaient pas masculins ou de l'ordre du masculin, et puis il y avait du mépris pour le féminin. Il y avait une sorte de ouais, tu vas voir les femmes, c'est toujours pareil, faut faire ci, faut faire ça. Et moi je m'en allais, c'est bon. Et je n'avais pas d'amis intimes avec qui je m'entendais suffisamment pour pouvoir en parler de manière émotionnelle. Donc je crois qu'il a fallu que oui, c'est ça, il y a peut-être 7 ou 8 ans, un de mes amis qui a le même âge que moi, enfin, qui était mon ami à l'époque, on a pu parler de ce genre de choses et on avait déjà 55 ans passés, tu vois. C'est long. C'est long sans parler de sexualité avec un ami. Ben, c'est long sans parler de sexualité avec un ami. Cela étant, encore une fois... en sentir, hein, je veux dire, c'est pas non plus... Non, bien sûr, mais c'est fou de se dire que tu passes quasiment plus de la moitié d'un siècle sans parler de ce sujet de la vie qui fait partie, voilà. C'est-à-dire que tu n'en parles pas de façon directement. Alors, moi, je suis pas non plus quelqu'un qui parle facilement. Là, vous avez beaucoup de chance parce que je vous parle de façon tout à fait... mais je me suis préparé psychologiquement par les questions très habiles que tu m'as posées. Mais t'as bien fait, c'est pour ça que je te dis, t'as bien fait de les poser, comme ça je savais à quoi m'attendre. Et je me suis préparé. J'imagine si j'avais oublié de t'envoyer le mail et que je t'avais chopé par surprise en mode sinon t'habites, ça aurait été rigolo. Non, j'aurais répondu quand même, mais disons, en plus ça a eu le temps de mûrir, c'est-à-dire j'ai eu le temps de moi me déconditionner de mes peurs et de mes inquiétudes. Alors comme ça je peux en parler, et puis c'est la radio, c'est pas comme la télé, c'est la radio, tu peux te confier des choses intimes, moi j'y arrive assez facilement. Non mais voilà, alors il y a le fait que personnellement parler de mes émotions ça n'a pas toujours été facile. Je commence à pouvoir le faire beaucoup plus facilement maintenant depuis quelques années, donc je peux parler de ça aussi. Et puis, maintenant, je vois comment le fait qu'un homme de mon âge puisse parler de ça peut avoir un intérêt pour des hommes plus jeunes, et des femmes d'ailleurs, parce qu'effectivement, cette expérience ou ce vécu peut apporter un éclairage aussi. Je reviens à la bandaison papa, ça ne se commande pas. C'est très, enfin je veux dire, on voit pas le réflexe d'érection, on voit pas qu'il diminue en fréquence parce que ça se fait progressivement, mais quand tu as 60 ans et que tu te souviens que tu étais tout le temps en érection quand tu en avais 17, tu te dis ok, et que c'est un peu plus compliqué, un peu plus difficile. C'est moins difficile que ça n'en a l'air, mais c'est un peu plus difficile quand même, c'est plus automatique. Disons qu'avec la stimulation appropriée, on bande sans difficulté, mais c'est plus réflexe comme ça quand il suffisait de regarder Raquel Welch à moitié déshabillée seulement pour avoir ou Ursula Andress en bikini blanc pour avoir une érection, voilà. Alors Ursula Andress pour les gens. Pas Ursula Andress dans Doctor No, Ursula Andress sortant des ondes comme voilà. Et donc oui, ça c'est ma génération évidemment. Oui, aujourd'hui ce serait quelqu'un d'autre. Je pense aux vingtenaires qui nous voilà. qui sont peut-être pas là. Absolument. Donc mais comment dire? Alors, une autre chose que j'aimerais bien... je vois pas, tu vois, je vois pas ma masculinité comme menacée par le fait que je bande pas de manière automatique aujourd'hui. Parce que je sais qu'elle réside pas là. Je sais pas exactement où elle réside. Enfin, c'est plus, d'ailleurs, même le mot de masculinité, je ne saurais même pas comment le définir par rapport à... Il se trouve que je suis un homme et je me vois comme un individu
qui se trouve être un homme, mais je saurais pas très bien dire ce qu'est la masculinité pour moi. C'est juste être moi. Et finalement, qui est-ce qui peut définir de quelle manière je suis masculin? C'est plutôt les autres que moi, parce que masculin par rapport à quoi? Je veux dire, j'ai des copains gays et je les trouve extrêmement masculins, plus que moi d'ailleurs. Il y en a certains que je trouve beaucoup plus masculins que moi. Qu'est-ce qu'ils sont qui fait que tu les trouves plus masculins? Probablement mes représentations mentales, c'est-à-dire, mais encore une fois, c'est très variable. Mon père était un homme qui faisait une tête et demie de moins que moi, qui pesait 100 kilos, qui ressemblait à Edward G. Robinson, qui est pour les sexagénaires comme moi, ou je sais pas moi, enfin qui était quand même un homme très rond, quoi. Et je le trouvais très masculin, mais il avait une manière de parler. En même temps, c'était l'homme le plus tendre du monde. Enfin, il était extrêmement tendre avec nous, avec mon frère et moi. Mais je le trouvais extrêmement masculin parce qu'il avait la tchatche, il avait un chapeau, il avait un borsalino sur la tête, il avait une cigarette au bec, etc. Bon, est-ce que c'était un prototype de la masculinité? J'en sais rien. Pour moi, si. Comme Lino Ventura, si tu veux, ou des acteurs comme ça, qui sont à la fois en force et en rondeur, si tu veux. Mais des hommes grands et minces et musclés. Je trouve par exemple l'effigie de Leonardo que vous avez dans l'entrée. Je trouve que Leonardo est très masculin là-dessus. Et pourtant, c'est pas un modèle de masculinité par rapport à des hommes, à d'autres hommes de cinéma. Je trouve que Georges Clooney est très masculin. Donc tu vois, j'ai des critères qui sont très variés. Et, pour moi, la masculinité, c'est beaucoup d'hommes différents. Et quand tu étais plus jeune, tu parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, tu mets plus ta virilité ou ta masculinité dans le fait que tu bandes ou tu bandes pas. Oui. Quand tu étais plus jeune, c'était un truc qui était plus compliqué à vivre pour toi, tu penses, avec le recul? C'était plus compliqué à cause de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord de comprendre pourquoi je bande à tout bout de champ. Y compris, je veux dire, face à des femmes à qui j'ai pas encore adressé la parole, parce que moi, il n'y a rien que je trouve plus excitant qu'une femme intelligente qui sait bien parler, qui rigole, qui se moque de toi. Ça m'excite beaucoup. Mais alors bon, donc je peux avoir une érection à ce moment-là, mais avoir une érection devant une femme que tu aperçois sans même avoir, ça c'est très troublant, parce que tu te dis attends, qu'est-ce qui se passe, quoi, c'est what the fuck, justement. Ça c'est très pénible, c'est quand ça a cessé, j'étais beaucoup plus tranquille. Moi je considère pour moi, la sexualité, c'est relationnel. C'est pas non pas pour qu'on puisse pas s'amuser tout seul, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même relationnel. C'est pas un truc qui est juste réflexe. Alors, donc c'était plus dur, ouais, c'était plus difficile, c'était plus compliqué, c'était moins clair. Avec le temps, ça devient plus clair parce que, précisément, tu sais ce qui est important pour toi. Et puis l'autre, la personne à qui tu vis le sait aussi. Il y a plein de choses que tu n'as plus besoin d'expliquer. Je n'ai pas besoin d'expliquer à ma compagne pourquoi je sors de la baignoire, je sors de la douche, elle est dans la salle de bain et j'ai une érection. Je veux dire, voilà, ça ne la surprend pas, ça peut même lui faire assez plaisir, mais c'est pas quelque chose qui pose problème. Donc, comment dirais-je, voilà, le temps m'a appris des choses, mais j'aurais aimé qu'on me prévienne. Tout ce que je savais, je l'ai appris beaucoup en lisant. Voilà. Alors c'est bien, mais c'est moins sympa que si j'en avais discuté avec des gens qui m'avaient averti. Ou si tu avais écouté des podcasts, par exemple. Ou ça, j'avais écouté. Absolument, il n'y avait pas de podcast à l'époque. En tout cas, il y avait de la radio, mais alors la radio, on ne parlait pas de ce genre de choses. Ça parlait pas trop clitoris et problèmes d'érection à la radio. La censure dans les années 60 et 70 n'aurait pas permis ça.
Tu parlais tout à l'heure que tu arrivais à gérer tes émotions aujourd'hui, ou en tout cas tu arrivais à parler de tes émotions un peu plus facilement qu'il y a 5-6 ans, tu disais, je ne sais plus exactement. Oui. C'est quoi le chemin qui t'a amené toi aujourd'hui à ton âge à réussir à débloquer ce truc-là chez toi, et qu'est-ce qui faisait que ça bloquait, tu penses, avant avec le recul? Je pense que nous sommes tous bloqués. On est tous le produit de notre environnement, de notre enfance, de nos gènes, etc. Alors, je pense que le fait de ne pas parler de soi, c'est une forme d'autopréservation qui est tout à fait naturelle. Et puis, encore une fois, qui est fonction de ta vie quand tu es enfant, de la vie de tes parents autour de toi, etc. Après, c'est difficile quand tu as appris à être d'une certaine manière, c'est difficile de te déconditionner, parce que ce sont des conditionnements comme tout ça. C'est difficile de te déconditionner. Si vous regardez les vidéos moi, je suis abonné à un site qui s'appelle The Dodo. The Dodo, c'est un site qui parle des vidéos d'animaux, là. C'est des vidéos d'animaux recueillis ou sauvés. Donc, il te montre Je pleure une fois sur deux, c'est trop mignon. Mais bien sûr. Alors, tu vois des chiens qui ont été soumis à des trucs pas possibles, etc. Et quand on les recueille, ils sont extrêmement, farouches et douloureux, etc. Et puis, tu les nourris, tu les embrasses, tu les rassures. Il y en a qui mettent du temps, hein. Mais ils finissent toujours par devenir des individus extrêmement joyeux qui te sautent dessus, qui te lèchent, etc. Bon, je crois que les humains, c'est la même chose. Les humains, c'est la même chose. Si tu as appris à être en équilibre avec ton environnement en ne révélant pas ce que tu ressens, il doit y avoir de bonnes raisons. Donc après, pour le révéler, sans avoir peur qu'on l'utilise contre toi, surtout dans une société, et là je parle de la société française, dans laquelle, pendant très longtemps, c'est moins vrai maintenant, mais ça continue à être vrai, quand tu dis quelque chose de personnel, beaucoup de gens en face de toi sont susceptibles de l'utiliser contre toi. C'est-à-dire soit de s'en moquer, soit de t'humilier avec ça, soit de l'utiliser en le disant à quelqu'un d'autre, soit de te dire « Oh ouais, mais vraiment », de te juger, quoi. « Oh mais tu te rends compte de ce que tu dis, mais c'est n'importe quoi. » Bon. J'aime bien quand tu fais cette voix. Oui. Ouais. Elle dit tellement de choses, cette voix. Et je veux dire, oui, non, mais c'est parce que les gens qui font ça, ils sont épais, quoi. Je veux dire, ils sont épais à l'intérieur de la tête. C'est inadmissible de juger ce que quelqu'un dit. Et donc tu précises dans la société française parce que c'est différent. Oui, parce que je sais pas si vous avez vu c'est très typique, hein, l'émission La Grande Librairie. Je suis passé à la Grande Librairie là il y a 3 semaines. Il y avait là une militante historique du féminisme américain qui s'appelle Gloria Steinem. Et en face, il y avait Chloé Delhomme qui parlait de son livre Mes bien chères sœurs. Et à un moment donné, Chloé Delhomme a expliqué qu'à l'origine de beaucoup de choses, il y a le fait que son père a tué sa mère. Et elle a raconté ça devant tout le monde. Et Gloria Steinem a réagi en disant « Je suis extrêmement émue et je vous remercie d'avoir raconté cette histoire, de nous avoir confié ça. » Bon, ça c'est très nord-américain. C'est-à-dire, quelqu'un te confie quelque chose de personnel, tu le remercies de la confiance qu'il te fait. Et implicitement, ça veut dire « Je n'utiliserai jamais ça contre vous parce que vous m'avez offert quelque chose, vous m'avez confié quelque chose d'important. Si je l'utilise contre vous, je me déshonore moi. » Bon. En France, la culture, qui est une culture patriarcale, paternaliste, sexiste, élitiste, tout ce que vous voulez, je ne fais que répéter les mêmes choses depuis 45 ans, donc je ne vais pas le faire encore une fois. Mais n'hésitez pas à jeter un œil aux publications de Martin Winkler. Si voilà, je vous renvoie à mes œuvres complètes. Découvrir plus en détail comment la vous France renvoie est à mes patriarcale. œuvres complètes. Bon. Il y a un lien dans la description. Allez acheter tous ces livres. Non, il n'y a pas besoin. Si tu prends n'importe lequel, tu trouveras la même chose. Je les tous quand même, ils sont bien. Je répète, dans ce domaine-là, je répète tout le temps la même chose. Bon. Mais j'écrivais ça dans mon journal quand j'avais 14 ans. Hein. Je veux dire, les rapports de force m'ont toujours insupporté.
C'est pour ça que j'ai jamais brigué un mandat électif, j'ai jamais brigué un poste de chef de clinique, etc. Ça m'a toujours horripilé. Je ne veux pas commander qui que ce soit, je ne veux pas être J'avais une secrétaire quand j'étais médecin généraliste à la campagne et je l'augmentais tous les ans. Sans qu'elle me demande rien, parce que je trouvais qu'elle me rendait et je voulais absolument qu'elle sache qu'elle était précieuse pour moi. Bon. Et elle me dit, mais pourquoi vous m'avez augmenté encore? Je dis, parce que c'est comme ça, je vous augmente. Ça vous ennuie vraiment? Non, docteur. Je suis précieuse pour toi, Fabrice. Tu me fous dans la merde, Martin. C'est lui qui m'augmente ou pas, donc je suis là. Mais t'es pas ta secrétaire, que je sache. Non. Non. Bon, alors une fois, il m'a demandé de faire le café. Puis là, vous rendez dans une entreprise et j'imagine que c'est un autre système. Nous, il y avait que nous deux, quoi. Donc c'était autre chose. Mais je veux pas être le patron de quelqu'un. Je veux bien avoir des patrons, mais s'ils m'emmerdent, je vais les mordre. Donc ça, je me défendrai. Ça m'est arrivé à 3-4 reprises. Ils ont vu que je suis gentil. Je suis un gentil garçon, mais il faut pas m'emmerder. Bon. Et alors, ça m'a toujours horripilé. Donc je sais plus pourquoi je disais ça. Parce qu'on parlait du fait de prendre une confession, quelque chose d'intime comme un cadeau et pas comme comme un cadeau. Une arme. Donc toute utilisation de quelque chose que tu confies sur toi comme un levier pour faire pression sur toi est une crapulerie. Et ça, c'est très français. C'est très français parce que comme on est dans une société qui est une société très hiérarchisée, tout ce que tu peux utiliser contre l'autre pour le rabaisser, pour lui montrer que tu es supérieur, ça paraît être une sorte de sport national. Et merde. Alors non, moi c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas bien. Et avant ça, moi je te parlais de c'est quoi le chemin qui t'a amené aujourd'hui à parler. Alors, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que je suis né comme ça. C'est-à-dire ça, ma psychologie, c'est ça. Je n'aime pas les rapports de force. Je déteste ça. Je peux être très impliqué dans n'importe quel engagement pour aider les gens, mais je ne veux pas avoir de rapport de force avec qui que ce soit. Donc j'ai toujours organisé ma vie autour de ça. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai jamais été, encore une fois... chef de clinique ou patron à l'intérieur d'une structure, j'ai jamais voulu faire ça. On m'a proposé une fois d'être rédacteur en chef d'une revue dans laquelle je travaillais, j'ai dit non. C'est une connerie. Quoi, c'est une connerie? De devenir rédacteur en chef ou de ne pas devenir rédacteur en chef? Ouais, on va le laisser dans l'ambivalence. Voilà. Hein. Reste bien ambigu. Donc j'ai dit non, à la grande surprise d'ailleurs de la personne qui me l'a demandé, qui pensait que... Et j'ai dit mais non, moi je veux pas le pouvoir mon pote, toi tu veux le pouvoir, moi non. Bon, je préfère la liberté. Et je veux ça aussi pour les autres. Dans les pays anglo-saxons, pour des raisons qui tiennent à l'histoire, mais aussi à l'histoire de la religion et de l'impact religieux, hein, le catholicisme, c'est une religion dogmatique qui t'impose de te plier à l'argument d'autorité. C'est-à-dire, l'argument d'autorité, c'est le pape, les saints, les machins, etc. Et tu dois te plier à ça. Dans les religions protestantes, anglicanes, presbytériennes, etc., t'as pas ça. C'est-à-dire que tu es responsable de tes actes. Tu peux te référer à la Bible si tu veux, mais tu es quand même toujours responsable de tes propres actes, donc de ta propre vie, donc de tes propres choix. Et ça a des conséquences, si tu veux, 200 ans après, ou 300 ans, 400 ans après les schismes divers que le christianisme a eu. Ça a pour conséquence que dans les pays anglo-saxons et pas catholiques, tu as une liberté d'esprit, une liberté de pensée et une tolérance horizontale des uns avec les autres qui est bien supérieure aux pays catholiques. Et en particulier à la France, qui en plus cumule le fait d'être celui des pays catholiques qui est organisé en État pyramidal depuis le plus longtemps. Hein, contrairement à l'Italie qui était faite de plein de petites principautés, de l'Espagne qui était à moitié mauresque, à moitié catholique jusqu'en 1492. La France est le pays qui est resté, qui a toujours été depuis plus de 1000 ans, près de 1500 ans, un pays pyramidal. Et donc on cumule deux hiérarchies, la hiérarchie de statut et la hiérarchie morale qui a succédé au christianisme, enfin au catholicisme, mais enfin qui est quand même toujours là. Et quand je suis allé très, très tôt, je suis allé d'abord en Angleterre parce que mon père voulait qu'on parle anglais, mon frère et moi, donc il nous envoyait un mois tous les étés à Londres
puis passer un an aux États-Unis, je découvre d'un seul coup une culture, puis au travers des films, au travers des livres, je découvre petit à petit, puis de façon très concrète, des cultures dans lesquelles la personne que je suis a une valeur intrinsèque. Non pas par rapport aux autres, mais parce que précisément je suis différent des autres. Quand je disais en France, je veux être médecin, mais je voudrais écrire aussi, on m'a dit, ouais, mais enfin, pour écrire, il faut être Proust, t'es pas Proust. Hein. Bon. Tellement français. Mais voilà, c'est tellement français. Médecin, ça paraissait normal, parce que j'étais fils de médecin. Si j'avais été fils de je sais pas, moi, de pompier, on m'aurait dit, rêve pas. Bon, là, j'étais fils de médecin, on pouvait pas me le dire. Donc, c'est bien indiqué que c'était... Mais mon père était pas fils de médecin. Son père était ouvrier en bâtiment. Il est mort en 1915 et il a été pupille de la Nation et boursier. C'est pour ça qu'il est devenu médecin, qu'il a pu devenir médecin. Si son père avait survécu, il n'aurait jamais pu être médecin. Donc, on pensait que si je faisais partie d'une lignée, c'était normal, mais vouloir écrire, non. Hein, faut être Proust ou Flaubert ou les deux. Bon. Et aux États-Unis, je disais je veux être médecin et écrivain. On me disait ce sont deux bons métiers. c'est pas plus compliqué que ça. Ouais, même si tu viens d'une famille qui a pas beaucoup d'argent, tu peux devenir médecin. Il y a des moyens de le faire. Et puis écrire, tout le monde sait écrire. Si tu écris beaucoup, hein, Isaac Asimov disait l'écriture c'est 5% d'inspiration, 95% de transpiration. Mes copains musiciens disent la même chose, mes copains peintres ou dessinateurs disent la même chose. Là-bas, ça paraît, voilà, c'est du boulot, quoi. Tu travailles beaucoup, tu finiras par faire quelque chose qui sera à toi. Donc, ça déjà, ça a beaucoup conditionné ma perception des choses et ma façon d'organiser ma vie. Et puis, il se trouve que et j'ai eu beaucoup de chance. Un jour, je suis devenu un écrivain connu parce que j'ai publié un livre qui s'est vendu comme des petits pains et qui m'a valu d'être interviewé, d'avoir la parole. Alors, j'ai pris la parole pour dire toujours les mêmes choses. On a des idées fixes ou on les a pas. Tu parles du cœur des femmes hein, pour... Non, je parle de la maladie de Saxe. Ah, pardon. La maladie de Saxe, il y a 20 ans. Le cœur des femmes, c'est que depuis 10 ans. Tu vois, en plus, j'en ai eu deux. J'en ai eu deux successivement à 10 ans d'intervalle. Bah oui, mais j'ai tous pas les fait 10 exprès. ans, je me fais un petit best-seller. Écoute, par exemple. Pour relancer la machine. Si j'étais sûr que je pouvais faire ça, je t'assure que je le ferais. Mais c'est pas comme ça que ça marche en général. C'est juste du pot. Et alors, mais cela étant, depuis 10 ans, ce qui s'est passé... Alors, il y a 10 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivé, malgré le succès de la maladie de Saxe et le fait que j'étais très entendu, très écouté, très interviewé, tout ce que tu veux, j'arrivais à un âge où j'avais envie de transmettre des choses et où je me rendais compte qu'en France, tu ne peux pas transmettre si tu ne fais pas partie de l'institution dans laquelle on transmet, c'est-à-dire l'université, en l'occurrence l'université médicale, enfin la faculté de médecine. Et moi, je n'avais jamais été un membre de l'université médicale. Et puis voilà qu'au Québec, des gens me disent « mais venez enseigner chez nous, venez étudier chez nous, il y a des possibilités, il y a des bourses, il y a des trucs comme ça ». Bon, j'ai saisi une occasion, je me suis retrouvé à l'université de Montréal, où on me dit ah, vous êtes médecin ». J'étais au département de philosophie quand même. Donc je postule pour une bourse de recherche en éthique au département de philosophie, et le sujet c'était « transmission des valeurs éthiques en médecine ». Et on me dit « Ah, c'est formidable, on n'a pas de médecin ici qui fait ce genre de recherche. C'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point. Hein, l'éthique de la santé, ça les intéresse beaucoup. Venez. » Il me donne de l'argent, un permis de travail. Il donne un permis de travail à mon épouse. Il me donne un permis d'études à mes enfants. Donc on part tous. Et puis là, je me trouve dans un environnement dans lequel, voilà, je peux faire exactement la même chose que ce que je faisais avant, plus des choses que je ne pouvais pas, comme par exemple enseigner, dans un respect, dans une écoute, dans une bienveillance, dans un calme extraordinaire que je n'avais pas ici. La première année où j'étais là-bas, on m'a demandé de venir parce que j'expliquais les arguments non seulement économiques, éthiques, mais médicaux pour lesquels ce n'était pas nécessaire de vacciner tout le monde contre la grippe à H1N1, parce que c'était l'année de la grippe. On me demande de venir à l'émission la plus regardée du Québec face au directeur provincial de la santé.
Pourquoi on me demande ça à moi ? Parce que j'avais une pensée articulée, parce que j'étais médecin, parce que j'avais des arguments scientifiques, parce que j'avais pas peur, et on met le type en face, et puis le lendemain, les journaux mettaient mon vrai nom, le docteur Zafran remporte le match. Parce que j'avais montré que c'était de la folie furieuse et qu'il ne fallait pas être paranoïaque au point de dire qu'une grippe allait tuer des millions de morts, alors que dans l'hémisphère sud, où elle était déjà terminée, elle avait fait moins de morts que l'année précédente. Alors donc, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais été un Canadien en France. On m'aurait jamais appelé en tant qu'éthicien canadien spécialiste de la santé, enfin pas spécialiste, mais ayant une opinion sur la santé publique et sur l'épidémiologie, on m'aurait jamais proposé de venir parler face au ministère de la Santé. On m'aurait dit, mais vous êtes un étranger, vous n'avez pas le droit de parler. Quand j'ai écrit Les Brutes en blanc sur la brutalité médicale, l'argument numéro 1 que les gens opposaient au livre, c'est « Oh, tu vis plus en France et puis t'exerces plus depuis 10 ans ». Et je disais, mais alors attends, donc ça veut dire qu'il n'y a que les médecins qui peuvent critiquer les médecins, mais un citoyen, ce que je suis, qui est un patient, ce que je suis aussi, qui est un fils, père, frère, sœur, conjoint, etc. de patient, ne peut pas s'exprimer. Mais je vous emmerde. C'est vraiment... Ça, c'est très français. C'est très français. On m'a jamais fait ce genre d'objection au Canada. On a répondu à mes arguments par d'autres arguments, puis on débat, mais on ne m'a jamais fait des accusations ad hominem du style « Ouais, de toute façon, t'es un traître à la profession, et puis t'es un méchant, tu veux absolument que tous les médecins ils soient malheureux. » C'est d'une bêtise. C'est ça, en plus, c'est le caractère dogmatique de l'institution confine à la bêtise. Les gens, on a l'impression, ils sont épais à l'intérieur de la tête. Voilà, ils n'ont plus de neurones qui poussent, ils disent des trucs qui sont plus gros qu'eux. C'est terrible de voir ce moronisme, comme on dirait en anglais, morons. C'est effrayant de voir à quel point ces gens-là sont obtus et voilà, ils en sont au degré zéro de la réflexion. Ils se sont arrêtés de réfléchir en fac de médecine et ils n'ont pas repris depuis. Et donc pour toi, cette arrivée au Québec, t'as ouvert... Alors, cette arrivée au Québec, oui, je suis désolé. T'as digressé, mais c'était intéressant. J'ai digressé parce que je digresse toujours. Je suis le roi de la digression. Je suis le spécialiste. Tout à l'heure, Mimi me demandait de quoi j'étais le spécialiste. Je suis le spécialiste de la digression. On le je suis un expert digression. Et alors donc, quand je suis arrivé au Québec, je me suis retrouvé dans un environnement tellement... on va dire bienveillant. Je dis pour rigoler, je suis au Canada parce que l'espace mental est plus vaste. C'est pas les espaces physiques, ils le sont aussi. Oui. Mais l'espace mental est plus vaste. Moi, c'est ça qui me convient. Je suis pas un voyageur, donc que là, ma colère est tombée. J'ai écrit Le Cœur des femmes là-bas. Je n'ai écrit Le Cœur des femmes là-bas que parce que j'avais quitté la France. Et j'ai écrit ça comme ça parce que j'étais dans un environnement où j'étais plus en colère, où il y a de la colère, mais il n'y a pas que ça, et puis une sorte de colère qui s'apaise. D'ailleurs, on le voit tout au long du roman. Ça commence sur la colère de Jean. Jean est en colère fondamentalement. C'est quelqu'un qui est en colère. C'est pour ça qu'elle est aussi comment dirais-je, qu'elle roule des mécaniques comme ça. Je veux dire, elle est en colère. Elle est stressée parce qu'elle sait pas quelle est sa place, qui elle est et quelle est sa place. Et donc voilà, et elle va de cette colère à quelque chose de beaucoup plus paisible dans lequel elle se sent absolument à sa place et puis tout va beaucoup mieux et elle se sent beaucoup mieux. Donc voilà, j'ai vécu ça et puis après j'ai fait un travail personnel, c'est-à-dire aller voir une thérapeute pour dans des circonstances un peu particulières. Enfin, je suis allé voir une thérapeute pour essayer aussi de comprendre comment je fonctionne. Parce que c'est ça que font les thérapeutes là-bas. Ils te disent pas, ils te forent pas le cerveau pour aller voir si t'as été l'objet de sévices dans ton enfance ou si t'as rêvé de coucher avec ton père, ta mère ou les deux. Parce que, ils savent que c'est des conneries et que deux, tu peux rêver ce que tu veux, tu ne sais pas si ça a eu lieu ou pas.
Je tiens à dire quand même qu'il y a des bons thérapeutes en France. Parce que non, mais je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons thérapeutes en France. C'est pas ce que je veux voudrais dire. pas que des gens qui écoutent disent ah bon bah si je suis pas au Québec, Non, j'ai pas envie d'aller me faire forer le cerveau, donc je vais pas aller chez le psy. Ça tombe bien, j'avais peur d'y aller de toute façon. Non, ce que je veux dire, c'est que l'approche thérapeutique, psychothérapeutique en Amérique du Nord, c'est une approche qui est beaucoup plus comportementale et biodynamique. C'est pas une approche psychanalytique. L'approche psychanalytique pose des tas de problèmes parce que elle présuppose qu'on sait ce qui se passe dans la tête des gens. Or, quand on est en psychothérapie comportementale ou biodynamique, on ne présuppose pas de ce qui est dans la tête des gens, on essaye de les aider à trouver eux-mêmes les verrous, les blocages, les machins, sans forcément d'ailleurs aller chercher des sévices ou des fantasmes dans la petite enfance, mais simplement des mécanismes, des choses dynamiques, encore une fois, parce qu'on est relationnel et on réagit par action-réaction et pas forcément avec des fantasmes ou avec des traumatismes, comment dirais-je, spectaculaires. Alors, et moi ça me convenait beaucoup mieux. Ça m'a toujours horripilé, et ça dans le monde médical c'est particulièrement problématique, d'entendre des médecins regarder quelqu'un qui dise quelque chose et de dire ouais mais c'est parce que finalement vous avez un Oedipe mal résolu. Ok, c'est quoi ça exactement? Et ils sont foutus capables de t'expliquer quoi? Ou ils te disent oui, mais voilà, si on parle de santé des femmes, par exemple, je me souviens d'avoir présenté à l'époque où l'implant était sorti. L'implant contraceptif. L'implant contraceptif était sorti et j'avais commencé à apprendre à en poser et à en proposer aux femmes qui venaient en contraception. Je fais une sorte d'exposé à un groupe de médecins plutôt bienveillants a priori, plutôt de gauche, sur la contraception et l'implant contraceptif. Et il y en a une qui a à peu près mon âge, peut-être même un peu plus âgée, qui a peut-être un peu trop baigné dans la psychanalyse lacanienne. Bon. Il est si long ce soupir. Et ouais, j'aurais pu le faire plus long. Mais en tout cas, l'implant, la contraception, vas-y, où est-ce que tu vas? Et elle me dit, non mais tu vas voir. Et elle me dit, oui mais tu comprends, parce que je dis quand même, une femme qui choisit un implant, elle est tranquille, elle n'oublie pas sa pilule, ou un stérilet. Et elle me dit, ouais c'est bien ton implant, ton stérilet là, mais quand même, tu te rends bien compte que quand tu poses un stérilet ou un implant, tu interdis à la femme de réaliser inconsciemment son désir de grossesse, de réaliser son désir de grossesse inconscient en oubliant sa pilule. Tu vois ça, n'hésitez pas à m'interdire de réaliser mon désir de grossesse inconscient tout voilà. Alors là, je leur ai répondu, excuse-moi, mais moi je présume pas de ce qu'il y a dans la tête des gens. Quand une femme me dit je ne veux pas être enceinte, je l'entends dire je ne veux pas être enceinte. Je vais pas chercher si oui, mais au fond, parce que c'est la même chose que pour le viol, hein. C'est ouais, une femme qui dit non, c'est toujours qu'elle veut un peu, quoi, tu vois. C'est exactement la même chose. Ouais, une femme qui veut pas être enceinte, au fond, c'est la même chose qu'une femme à qui tu proposes de coucher avec elle. Elle te dit non, mais au fond, peut-être qu'elle pense oui. Non, mais c'est scandaleux de penser comme ça. C'est scandaleux de dire ça. Non, quelqu'un qui dit non, il dit non. Un point, c'est tout. Bon, les femmes qui me disent je veux pas être enceinte, je les crois, je leur propose les méthodes avec lesquelles elles ont le moindre risque d'être enceintes, et elles sont très heureuses. En tout cas, quand elles veulent être enceintes, elles viennent me le dire, je l'enlève, et puis c'est tout. Et il n'y a pas de problème. Mais ces gens-là étaient persuadés qu'il y a à l'intérieur de toute femme un désir inconscient d'être enceinte, et que donc, ah oui, quand je leur mettais un implant, c'était une violence que je leur faisais. Je dis, excuse-moi, je trouve que c'est beaucoup plus violent de leur dire que tu vois à l'intérieur de leur tête quelque chose que tu n'es pas capable de voir à l'intérieur de la tête, parce que personne ne peut voir à l'intérieur de leur tête. Le problème des médecins français, c'est qu'ils disent toujours des patients et des patientes qu'elles ont un inconscient, mais il ne leur vient pas à l'esprit qu'eux aussi, ils en ont un. Tu vois? Alors c'est pour ça que je dis les médecins français n'ont pas d'inconscient, puisqu'ils sont capables de voir dans l'inconscient des autres, mais le leur n'entre jamais en ligne de compte. C'est ridicule. Bon, alors c'est pour ça que quand, en arrivant au Québec et en étant dans un milieu dans lequel les thérapeutes ne te font pas ce genre de choses, ils te demandent de regarder quelle est ta réaction à tel ou tel type d'événement, et d'essayer de décoder par comparaison avec d'autres événements où tu as eu le même type de réaction, des réactions différentes, qu'est-ce qui, à un moment donné, et là tu te mets à voir, oui, il y a des choses qui me font peur, donc ça me fait réagir de telle manière, il y a des choses qui m'inquiètent pour des raisons plus troubles, plus subtiles, puis il faut que je cherche pourquoi, il y a des choses qui me font pas peur du tout, qui m'attirent,
Et ça me fait aussi faire des trucs que je ne devrais pas faire des fois. Bon. Et là, tu apprends à connaître comment tu fonctionnes. Et comment tu fonctionnes sans jugement. C'est-à-dire, c'est mes mécanismes. Ce ne sont pas des choses qui font de moi une personne bonne ou mauvaise en soi. Ce n'est pas qui je suis et comment je fonctionne à l'intérieur de ma tête qui fait de moi une personne bonne ou mauvaise. Ce qui fait de moi une personne bonne ou mauvaise, c'est ce que je fais. Et ce que je fais aux autres. C'est dans le cœur des femmes, il y a un aphorisme comme ça, c'est Karma qui dit « Tu n'es pas responsable de ce qu'elles, les patientes, font. Tu es responsable de ce que tu leur fais. » C'est-à-dire, et c'est ça, en France, on dit « Ah ouais, mais tu comprends, une femme, si on la laisse faire n'importe quoi, elle va faire n'importe quoi. » Non, mon pote, non, excuse-moi, mais elle va faire ce qu'elle veut, c'est pas tes oignons. En revanche, tu es responsable de ce que tu lui fais, toi, à elle. Voilà. Et voilà, dans une société dans laquelle, encore une fois, on redevient, comment dirais-je, responsable de soi-même, sans jugement. Pas parce qu'on te fait une injonction, sois responsable de toi-même, mais parce qu'on te dit, on va te soutenir de façon à ce que tu puisses être responsable de toi-même. On remet beaucoup de choses en cause, sans douleur, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui m'est arrivé. Est-ce que tu as eu des genres de révélations Est-ce qu'il y a un mécanisme que tu as trouvé où tu as fait « Ah, c'était ça depuis le début », mais genre vraiment fort, qui t'a peut-être vraiment surpris c'est ou pas aussi débloqué des trucs? Non, c'est pas aussi spectaculaire que ça. C'est plus progressif. C'est-à-dire que, par exemple, beaucoup plus tôt dans ma vie, je faisais ce qu'on appelle des groupes Balint. Les groupes Balint, c'est un groupe de professionnels de santé qui se réunit autour d'un animateur et on parle des difficultés relationnelles qu'on a avec les patients. Et comme on est exposé aux autres, c'est-à-dire chacun à son tour raconte une histoire, et puis les médecins qui sont dans le groupe ou les professionnels de santé qui sont dans le groupe vont interroger celui qui raconte une histoire comme le médecin interroge le patient. Donc d'une part, on se retrouve sur la sellette comme si soi-même, et donc on apprend quelles sont les questions qui font mal, les questions qui font pas mal, les questions qui te font parler, les questions qui font pas parler, donc tu peux le refaire à nouveau, t'évites de faire mal. Puis d'autre part, tu apprends en écoutant les autres que tout le monde a un peu les mêmes réflexes, tout le monde a un peu les mêmes objectifs, tout le monde a un peu les mêmes peurs. Et du coup, tu te dis, oui, voilà, si une personne rentre dans mon cabinet, voilà, ça c'est un truc qui m'est arrivé, un jour un homme est venu et il m'a raconté que, c'est dans le film d'ailleurs, on le voit, c'est transposé dans le film, de la maladie de Sachs. Un jour il est venu, il m'a expliqué qu'il avait une maladie cardiaque mais qu'il ne prendrait pas de traitement parce que si un jour il faisait un infarctus et qu'il en mourrait, fondamentalement il n'était pas malheureux, il préférait mourir comme ça. Si j'avais suivi mes réactions habituelles de médecin qui se prend pour Dieu, vous connaissez la différence entre Dieu et un médecin, c'est que Dieu ne se prend pas pour un médecin. Donc si j'avais suivi les réflexes habituels, j'aurais dit mais c'est fou, vous êtes fou, j'aurais essayé de le culpabiliser, mais votre femme, vos gosses, bon. Et je n'ai rien dit, j'ai entendu, voilà, je l'ai remercié de m'avoir confié ça, en me disant, au fond, je ne sais pas si ce qu'il me dit est vrai ou faux. Je sais que c'est ce qu'il ressent à ce moment-là. Je préfère le recevoir comme c'est, sans faire pression sur lui d'aucune manière, parce que s'il change d'avis, c'est moi qui viendra voir. Si je me suis moqué de lui, il ne viendra pas me revoir, moi. En gros, c'est ça. Et là, j'ai fini par comprendre un certain nombre de choses. Et évidemment, tout ça, c'est venu progressivement. Mais je me souviens du moment où je me suis dit, voilà, il y a quelqu'un qui me dit quelque chose de scandaleux. Et je sais que si je réagis, je vais empêcher... Cette chose scandaleuse, elle est mise en avant, en fait, pour me faire réagir ou pour masquer la chose réelle. Si je réagis à la chose scandaleuse de façon brutale, je ne saurais pas ce qui est vrai. Et après, ça a été toujours comme ça. Chaque fois que j'entendais quelqu'un me dire quelque chose de vraiment exagéré, je disais, ok, si c'est ce que vous ressentez comme ça, j'ai un peu de mal à le croire, mais après tout, vous avez le droit de ressentir. Et à chaque fois, les gens ils disent non, en fait, c'est pas ça, c'est autre chose. Mais bon.
Donc c'est pareil, c'est un cercle vertueux. Tu apprends petit à petit. Alors après, je dirais que l'expérience du Québec a été déterminante, mais j'avais déjà beaucoup travaillé dans d'autres domaines, moins sur moi-même, plus sur mon interaction en tant que médecin, moins sur moi-même. Maintenant, j'ai l'occasion de travailler aussi sur moi-même, et en particulier, voilà, qu'est-ce que c'est que d'être un homme, qu'est-ce que c'est que de... Est-ce que, en parlant de cercle vertueux, est-ce que tu as consciemment ou peut-être inconsciemment essayé de... En fait, je me dis, si tu étais arrivé au Canada à 18 ans, tu aurais été un homme différent parce que tu aurais eu un rapport à tes émotions plus apaisé plus tôt, quoi. Sûrement. Et j'avais du mal à te croire quand tu disais que tu as arrêté d'être en colère en arrivant au Québec parce que t'as pas l'air en colère, et après tu as parlé des médecins et j'ai fait ah oui, ok, la colère, je vois. Oui, et j'imagine que c'est un la petit échantillon. Oui, bien sûr. Et du coup, je me dis, est-ce que tu t'essayes de diffuser ce que tu as appris et compris et cette manière d'être, notamment auprès des hommes, parce que je pense que en tout cas l'expérience que j'ai eue dans ce podcast avec les différents invités, c'est que la vie sociale entre hommes est pas toujours bienveillante, elle l'est plutôt rarement. Non. Et du coup, je me dis que parfois il suffit d'un mec qui montre l'exemple de façon plus ou moins didactique, soit juste en étant lui-même, soit même en amenant un petit peu la discussion pour faire un effet domino chez plusieurs mecs. Et du coup, je me demande, est-ce que tu essayes de transmettre ça auprès des hommes, ou est-ce que t'es juste toi-même J'aime beaucoup l'effet domino plutôt que l'effet dominant. Je suis le roi du calembour aussi. Et alors, j'aimerais bien avoir plus d'interactions avec spécifiquement des hommes. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, parce qu'on voit surtout des femmes en consultation, et encore plus quand on parle de santé des femmes, évidemment, j'ai surtout vu des femmes. Mais moi, en fait, avant d'écrire le dernier livre en date, L'école des soignants, je voulais écrire un livre sur les hommes. J'ai pas encore trouvé par quel bout le prendre, si je puis dire. Est-ce que tu peux faire un livre qui explique pourquoi les hommes ils vont pas chez le médecin ? Mais je suis pas non plus tous les hommes, moi. De quel droit je vais parler au nom de tous les hommes ? Parce que, encore une fois, je suis bien placé pour savoir que des hommes, il y en a... Pas mal. Il y en a pas mal. Et de toutes les sortes, quoi. Alors, je ne sais pas encore, mais effectivement, j'aimerais bien pouvoir le faire. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis content de parler de ça dans un podcast qui peut être aussi entendu par des hommes, ou que les femmes peuvent faire écouter aux hommes. Ça arrive. Plus que de raison. Ça marche parfois comme ça. aux hommes qui qu'elles trouvent suffisamment sympathiques. Il y a une auditrice qui m'a dit qu'elle écoute tous les épisodes de son côté. Elle choisit les passages où elle se dit il faudrait que mon mec il écoute ça, mais il veut pas écouter le podcast. Et du coup, quand ils sont chez eux le week-end, elle dit tiens, j'ai pas écouté le dernier épisode, alors que si, et elle a timé quand est-ce qu'il faut. Donc elle met un petit peu avant, elle dit moi je m'étais arrêtée là dans le bus, et du coup 10 minutes après on arrive au truc dont elle veut parler à son mec, et elle fait c'est intéressant ce dont il parle, et tout un plan mental pour le faire parler de ce truc. Des fois t'es obligé de ménager toute proportion gardée. C'est comme quand tu veux montrer une scène d'un film à quelqu'un, tu veux pas lui montrer tout le film, tu dis, puis si vraiment ça l'intéresse, il regardera tout le film, hein, ou il lira tout le livre. Donc je trouve ça tout à fait c'est une bonne technique. Bah oui, c'est une bonne technique. Je pense que c'est une technique pédagogique, hein, c'est-à-dire tu ne peux pas imposer à quelqu'un de tout regarder, de tout lire ou tout entendre, mais tu peux lui dire voilà, il y a un petit passage, 2 minutes, je peux te le faire écouter. Je crois qu'elle pourrait le faire de façon plus directe, à mon avis, mais ça aurait la vertu de... Je me dis qu'au bout d'un moment il va s'en rendre compte aussi, tu vois, genre c'est marrant ton podcast. On arrive toujours à un moment où il parle de la même chose. Voilà. Mais oui, j'aimerais, mais c'est pareil, et tu vois, je suis comme tout le monde, tout le monde, tous les gens, beaucoup de gens que je connais se posent les problèmes de la légitimité de ce qu'ils disent. D'un point de vue général, j'ai pas de problème à parler, comme vous venez de le constater tous les deux, j'ai pas de problème à parler quand on m'invite à le faire. Mais passer à un stade où je vais aller, moi, si tu veux, comme si j'étais, je sais pas moi, le prophète Élie, rapporter la bonne parole, ça, c'est pas moi. Alors j'ai une idée pour toi. Vas-y, T'inventes je un t'écoute. personnage de fiction et tu le fais.
Dingue. Oui, non, mais Truc de fou. effectivement, c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. Mais Tu lui fais dire à ce personnage de fiction Mais- tous les trucs. Enfin, tu vois, tu lui fais vivre. Mais si tu veux, contrairement à ce que tu pourrais imaginer, c'est un J'aime peu bien plus, toutes ces voix. c'est un peu plus compliqué que ça. Je me doute bien. C'est-à-dire que, par exemple, moi, bon, j'ai écrit au moins 2 livres qui sont des livres didactiques, de romans didactiques, qui sont Le cœur des femmes et celui que je viens de publier là, à l'école des soignantes. Et il m'a fallu trouver l'histoire qui me permettait de faire passer les idées. Donc, je me lancerai jamais dans un truc comme ça si j'avais pas une trame dans laquelle je peux faire dire à un personnage ou à plusieurs personnages masculins des choses qui sont de cet ordre-là. Donc, il faut que ça mûrisse. Un de ces jours, j'ai un autre cycle de romans qui s'appelle Abraham et Fils. Dans le 3e, Franz, ça s'appellera Franz en Amérique. Dans le 3e, Franz va sûrement découvrir la sexualité. Je pense que je vais lui faire dire un certain nombre de choses ou lui faire vivre un certain nombre de choses parce que, mais c'est pas comme ça vient pas comme ça, quoi. Mais cela étant, j'aimerais aussi, parce que par le roman je peux le faire, je l'ai déjà fait, mais j'aimerais aussi pouvoir le faire de manière directe. J'aimerais aussi finalement avoir une sorte de, on dirait, de groupe Balint masculin dans lequel je ferai parler les hommes de leurs sentiments d'hommes et de leurs relations avec d'autres hommes ou des femmes. Et en quoi est-ce que... J'allais te proposer de passer par des témoignages aussi et de peut-être amener un décryptage, tu vois. Ça pourrait être une autre... Oui, c'est autre pareil. Je trouve ça plus délicat parce que décrypter, ça veut dire que je sais toujours ce qu'il y a derrière. Et moi, si tu veux, je me sens pas forcément... moi, j'aime pas trop essayer de décrypter. Je peux dire, j'entends ça, oui. mais ce qui me paraît quand même plus juste, c'est de dire à une personne qui me parle, j'entends ça, est-ce que j'entends correctement ou est-ce que... Si tu décryptes des témoignages de gens qui ne peuvent pas te répondre... C'est un peu triché. Un peu. J'entends ça, Un la peu. personne dira si j'ai raison ou pas. Non, mais elle ça, le dira dans son en plus, il y a plein d'émissions de télé qui ont fait ça, si tu veux. Moi, on m'a proposé des émissions de télé de venir, tu vois, analyser des gens. analyser ce que les gens disaient. Et j'ai dit non. J'ai dit non, moi, je fais pas ça. De quel droit je ferais ça? Je peux faire ça encore une fois, je peux faire ça de façon dynamique en privé en disant voilà ce que j'entends. Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que ça, j'ai appris à le faire en consultation. Mais je vais pas me poser sur un podium en disant oui madame, je comprends ce que vous dites, c'est ça, c'est ceci, parce que ce serait exactement faire la même chose que ce que je reproche à certains avec une voix avec beaucoup d'écho. Avec une voix avec beaucoup d'écho. Bon. T'as déjà la barbe un peu de patriarche, Ouais, tu vois ça. C'est ça, ouais. On est pas mal. Mais en fait, la barbe, c'est pas pour ressembler à un patriarche, c'est parce que c'est juste stylé. C'est stylé. Non, c'est juste parce que ça m'arrache la peau de me braser, c'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est le confort. Voilà, mais quand elle est trop longue, je la fais tailler, et je me coupe les cheveux, etc. Parce que fondamentalement, je ne veux pas ressembler à un prophète. On l'avait compris. Oui, je pense. Donc, tout ce qui est rapport de force. Ouais. Prophète, ça rentre dans rapport de force. Si tu veux, mentor, comment dirais-je, pédagogue, accompagnant, ouais, d'accord. Parce que, encore une fois, c'est pareil, ça aussi, j'ai vu ça en Amérique du Nord, où le mentor, tu peux l'interpeller. Il dit, mais de quel droit tu dis ça? Ou moi, j'ai lu quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous dites, discutons-en. En France, tu peux pas faire ça. Enfin, dans l'immense majorité des cas, à commencer par l'école, tu peux pas dire, monsieur, là, j'ai lu que ce que vous dites, c'est pas vrai. Faut avoir il y a des profs ouverts. Faut mais bien spontanément, t'apprends pas à faire ça. Ah oui, ça, moi, j'ai eu des profs ouverts qui nous appelaient à faire ça. Mais alors on les adorait, mais ils n'étaient pas la majorité. Je veux dire, ça existait même, encore une fois, de mon temps, mais ils n'étaient pas la majorité. L'immense majorité des autres disaient, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. Quel drame. Ça fait un moment qu'on parle. Je vais devoir te laisser à Fabrice pour parler paternité sans moi, dans un épisode d'Histoire de Daron que vous pouvez mais retrouver dans la description. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à tes questions. Tu sais, c'est la belle chose avec ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de... D'accord. Il n'y a pas de bien répondre ou pas bien répondre. Ok, T'as parlé non, mais de toi. je veux dire, tu n'es pas... Je ne suis pas sur ma faim.
Voilà. Bon, Je pourrais faire ça encore 2 heures. D'accord. C'est un chemin, très tu long. sais, la masculinité. Tout à fait. Oui, ma masculinité n'est qu'une petite pierre sur le long chemin. Des masculinités au Des pluriel. masculinités au pluriel. Du coup, dernière question, je te l'ai Oui. aussi posée en avance, comme je le fais avec tous mes invités, sauf quand j'oublie, car à chaud, c'est compliqué. Est-ce que tu as un exemple d'homme réel ou fictif qui, pour toi, est une vision positive de la masculinité ? Alors, je dirais, je vais te répondre, pas une figure isolée, mais je pensais justement à des hommes fictifs. Je pensais, quand, dans les bonnes séries, tu as toujours plusieurs figures masculines qui, ensemble, te donnent des facettes. Alors, je te donne par exemple Urgence, dans lequel il y a Ross, Carter, Green et Benton, qui ont tous à la fois leur côté masculin et leur faille. Et à eux quatre, ils font quelque chose. Ou dans House, tu prends House, Wilson, Chase et Foreman. Et c'est pareil, c'est 4 hommes différents. Tu peux pas dire que c'est pas des hommes, mais ils ont chacun une manière de la vivre, leur masculinité différente. Et tout ça, et Montou est un homme, comme disait le roman de Boileau-Narcejac. Et Montou est un homme. C'est-à-dire que moi, je vois des facettes, mais je vois pas une personne qui serait une sorte d'homme parfait, parce que je pense que ça n'existe pas. Et que c'est toujours dangereux d'avoir un seul modèle, parce que ça veut dire que si tu te conformes pas au modèle, ou si tu es trop loin du modèle, t'as échoué, quoi. Alors qu'il n'y a pas de modèle, il y a des figures auprès desquelles tu te modèles, quoi. Écoute, je pense que tu as trouvé l'astuce pour répondre à cette question, que pas grand monde a trouvé encore. Il y en a quelques-uns qui ont cité deux noms, je pense, parce que c'était très différent, ils n'arrivaient pas à choisir. Mais je pense que tu as trouvé le secret, c'est qu'il y a rarement une bonne réponse, et c'est pour ça que c'est si dur à trouver. Ouais. Quand je la pose à chaud et que les gens n'ont pas eu le temps d'y réfléchir, comme ils ne trouvent pas un modèle, ils savent pas quoi répondre. Bien sûr. Finalement, plusieurs modèles, c'est cool. Oui, parce que comme ça, t'es pas enfermé dans un modèle. Merci beaucoup, Martin. Merci, Mimi. C'était top. Je te laisse à Fab Flo. Merci Martin, à tout de suite. Merci Fab Flo. Merci Mimi. Et donc, si tu veux écouter encore Martin Winkler parler cette fois-ci de paternité, va écouter Histoire de Daron. Le lien est dans la description. Bisous.